Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une des plus grandes aventures scientifiques du XXe siècle, l'épopée de l'énergie nucléaire. Et c'est une histoire qui commence, pas du tout dans un labo, mais dans la tête des philosophes de l'Antiquité. J'adore cette citation de Raymond DeVos pour démarrer, c'est parfait, non? Ça nous rappelle avec une touche d'humour que l'atome, bien avant d'être cette source d'énergie colossale, ça a d'abord été une idée, une sorte d'intuition presque poétique sur la nature du monde qui nous entoure. Alors, notre voyage commence bien avant la science moderne, avec une question toute simple, mais fondamentale. De quoi est fait le monde? Cette frise chronologique est assez fascinante. Regardez un peu ce saut dans le temps. On part de Démocrite, dans l'Antiquité, et il faut attendre le 19e siècle pour que les chimistes commencent vraiment à s'emparer de l'idée. C'est fou, pendant plus de 2000 ans, l'atome, ça restait une hypothèse philosophique. Et même à l'époque de Mendeleïev, il y avait encore plein de scientifiques qui n'y croyaient pas du tout. L'atome restait invisible, purement théorique. Et puis, à la toute fin du 19e siècle, tout bascule. Vraiment, tout s'accélère. Une série de découvertes va transformer cette vieille idée philosophique en une réalité bien tangible et incroyablement puissante. Allez, on plonge dans cette période super effervescente. Tout commence ici, en 1895. Wilhelm Röntgen découvre un rayonnement complètement mystérieux qu'il appelle les rayons X. Et cette photo de la main de sa femme, elle est historique. Pour la toute première fois, on pouvait voir à travers la matière solide. L'invisible commençait à se montrer. Forcément, ça inspire du monde. Henri Becquerel, par exemple, va faire une découverte un peu par hasard. Il avait laissé des sels d'uranium dans un tiroir avec des plaques photographiques. Et là, surprise, il se rend compte qu'elles ont été impressionnées, même sans lumière. C'était ça, la radioactivité. En fait, l'atome n'était pas si stable et immuable que ça. Il pouvait se transformer et libérer de l'énergie tout seul. Et puis, en 1905, arrive cette équation, sans doute la plus célèbre de toute l'histoire de la physique. Albert Einstein pose le lien théorique fondamental, la masse et l'énergie, ce sont les deux faces d'une même pièce. Une toute petite quantité de masse peut être transformée en une quantité d'énergie absolument gigantesque. La clé théorique de l'énergie nucléaire, elle était là. L'image de l'atome continue de se préciser. Rutherford, lui, propose un modèle qui ressemble à une sorte de mini-système solaire. Mais ce qui est vraiment crucial ici, c'est la découverte du noyau. Pour vous donner une idée, si un atome avait la taille d'un stade de foot, le noyau serait une petite bille posée au centre. Une concentration de matière infime au milieu d'un grand vide. Et c'est ce tout petit noyau qui contient toute l'énergie qu'on va bientôt chercher à libérer. Et voici enfin le mécanisme qui va tout débloquer, la fission nucléaire. C'est simple à voir sur ce schéma. Un neutron, une particule sans charge électrique, vient percuter un gros noyau, comme celui de l'uranium. Le noyau devient instable, il se déforme et hop, il finit par éclater en deux morceaux. Et en faisant ça, il libère une énergie considérable et d'autres neutrons. Donc, pour résumer simplement, la fission, c'est la cassure du noyau. C'est la conversion d'une infime partie de sa masse en énergie, exactement comme l'avait prédit la fameuse formule d'Einstein. Alors le point vraiment crucial, le voilà. La réaction en chaîne. Parce que chaque fission libère des neutrons qui, à leur tour, peuvent aller provoquer d'autres fissions, qui elles-mêmes vont libérer encore d'autres neutrons, et ainsi de suite. C'est cet effet domino qui permet de libérer une énergie immense, que ce soit de façon contrôlée ou pas. Et cette découverte, elle place l'humanité à un carrefour, parce que la même science pouvait mener à deux chemins radicalement opposés. C'est la question qui va hanter les scientifiques et les dirigeants du monde entier. Est-ce qu'on allait construire une source d'énergie quasi inépuisable ou bien une arme de destruction comme on n'en avait jamais vu? Et la réponse, en fait, ça a été les deux, presque en même temps. D'un côté, vous avez Enrico Fermi à Chicago, qui empile tranquillement du graphite et de l'uranium pour créer la première pile atomique, un réacteur qui libère son énergie tout doucement. Et de l'autre, en pleine Seconde Guerre mondiale, avec la course contre l'Allemagne nazie, le projet Manhattan mobilise des moyens colossaux pour que cette même réaction en chaîne se produise en une fraction de seconde, de manière explosive. Le chemin de la réaction incontrôlée a mené à ça. Cette image de Little Boy nous montre de façon glaçante la puissance terrifiante qui était contenue dans le noyau de l'atome. Une nouvelle ère, l'ère du nucléaire, venait de s'ouvrir et elle était marquée par la destruction. Allez, maintenant intéressons-nous à l'histoire française et voyons comment elle s'inscrit dans cette grande épopée, mais avec une motivation bien à elle. Cette phrase de Lord Marshall, elle résume absolument tout. Pour la France, qui était pauvre en ressources fossiles et qui a été frappée de plein fouet par les chocs pétroliers des années 70, le nucléaire, ce n'était pas juste un choix de technologie. C'était une question de souveraineté. C'était le chemin vers l'indépendance énergétique. Le parcours français est assez spectaculaire, il faut le dire. Juste après la guerre, en 1945, on crée le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. 3 ans plus tard, la première pile Zoé fonctionne déjà. Mais le vrai tournant, c'est le plan Mesmer de 1974. En réponse directe au choc pétrolier qui paralyse l'économie, la France lance un programme d'une ambition unique au monde,
construire 58 réacteurs en un temps record. Et le résultat est là. L'indépendance énergétique du pays fait un bond de 23% à plus de 50%. Mais attention, cette épopée, ce n'est pas un long fleuve tranquille. L'héritage du nucléaire est bien plus complexe que ça, et son histoire continue de s'écrire aujourd'hui. Le cas de Superphénix en est un parfait exemple. C'était un prototype de réacteur très avancé, un surgénérateur, conçu pour produire plus de combustible qu'il n'en consommait. Et comme on le voit ici, malgré des performances techniques excellentes à la fin, il a été arrêté pour des raisons purement politiques. Ça montre bien que l'avenir du nucléaire, ce n'est pas qu'une affaire de science, c'est aussi une affaire de choix de société. Bien sûr, qui dit nucléaire dit aussi question du risque. Face à ça, l'industrie a dû développer des systèmes de sûreté extrêmement rigoureux. Cette échelle INES en est un bon exemple. Elle a été créée pour qu'on puisse communiquer de manière transparente sur la gravité de n'importe quel incident. Ça montre que la gestion des risques est vraiment au cœur de cette technologie. De l'intuition des philosophes grecs jusqu'aux enjeux actuels d'indépendance énergétique et de changement climatique, le voyage de l'atome a été long et pour le moins tumultueux. Cette puissance, qui est née il y a moins d'un siècle, continue de nous poser des questions fondamentales. Et alors qu'on cherche des solutions pour notre avenir énergétique, son histoire est sans doute très loin d'être terminée.